Bienvenue dans le débat de France 24. Le plastique est partout, au sommet de l'Everest, dans l'air, dans les océans et même dans le sang et le lait maternel. Il représente aujourd'hui 3,4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En 20 ans, sa production a plus que doublé pour atteindre 460 millions de tonnes par an, un chiffre qui pourrait tripler d'ici 2060. Alors pour tenter de mettre fin à ce fléau, les représentants de 175 pays sont réunis toute cette semaine au siège de l'UNESCO à Paris. Leur ambition, élaborer les premiers contours d'un traité international juridiquement contraignant. Alors ces négociations de Paris vont-elles aboutir à quelque chose de concret alors que tous les pays n'ont pas les mêmes ambitions sur le sujet? Leurs intérêts divergent. Pourquoi il y a urgence aujourd'hui à limiter la production et l'utilisation de plastique? Quels sont les dangers du plastique pour la planète et pour la santé humaine? Quelles sont les alternatives possibles? On va en débattre ce soir avec nos invités. Henri Bourgeois-Costa, directeur des affaires publiques, mission économie circulaire à la Fondation Tara Océan. Henri Bourgeois-Costa, bonsoir. Vous participez également à ce sommet qui se tient cette semaine à l'UNESCO. David Azoulay, également à mes côtés, avocat et directeur du programme santé environnementale du Centre international pour le droit de l'environnement. Vous participez aussi à ce sommet au siège de l'UNESCO. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à vos côtés, Juliette Franquet, directrice de l'ONG Zero Waste France. Bonsoir. Bonsoir à vous également. On va d'abord, si vous le voulez bien, regarder en images comment se déroule depuis lundi ce sommet à Paris. Et puis on en reparle juste après. Les représentants de 175 États cherchent à mettre en place d'ici fin 2024 un traité juridiquement contraignant pour lutter contre ce fléau, alors que la production annuelle de plastique a doublé en 20 ans. Mais des divergences profondes sur les mesures à prendre opposent deux groupes de pays. D'un côté, la coalition dite de la haute ambition, qui regroupe une cinquantaine d'États, dont la Norvège, l'Union européenne et le Japon. Ils souhaitent mettre fin à la pollution plastique d'ici à 2040 en réduisant la production. Un objectif porté aussi par les Nations Unies. Seule l'élimination, la réduction, une approche fondée sur le cycle de vie complet, la transparence et une transition équitable peuvent mener au succès. Car la vérité, c'est que nous ne pouvons pas sortir de ce gâchis par le recyclage. De l'autre, un groupe d'États plus réticents à réduire la production, notamment les pays producteurs de pétrole, ingrédient de base du plastique. De l'autre côté, on a plutôt les États-Unis, la Chine, l'Arabie Saoudite et la Russie qui sont moins ambitieux et qui préfèrent avoir des mesures volontaires et plutôt sur la fin de vie des déchets. Donc on va mieux collecter et recycler les plastiques. Des ONG dénoncent la présence de représentants des entreprises du secteur du plastique lors de ces discussions. 3 autres sessions de négociations sont prévues d'ici à fin 2024. Alors on vient de le voir, il y a 2 groupes de pays qui s'opposent dans ces négociations. Des négociations, David Azoulay, qui n'ont pas vraiment encore commencé, puisqu'il y a encore des oppositions sur la méthode pour adopter le texte. Hier, on parlait d'un problème de vote. Aujourd'hui, il y a encore un nouveau blocage. Alors, ce qu'on voit actuellement, en fait, c'est la mise en œuvre de mesures de délai, des tactiques de délai pour empêcher les négociations d'avoir lieu et pour empêcher les négociateurs de parler effectivement du fond, des raisons pour lesquelles on est là à Paris. C'est malheureusement des stratégies qu'on voit souvent à l'œuvre dans les négociations internationales, en particulier dans les négociations internationales qui ont un enjeu et qui peuvent avoir un impact assez important. Depuis les 2 derniers jours, le prétexte qui a été soulevé par un petit nombre d'États, c'était la question des règles de procédure, c'est-à-dire les règles qui allaient s'appliquer à la négociation même. Je dis que c'est un prétexte parce que les règles étaient censées être adoptées, avaient été adoptées. En tout cas, il avait été décidé qu'elles puissent être appliquées lors de la dernière réunion qui a eu lieu en novembre à Punta del Este, en Uruguay. Et c'est aussi un prétexte, puisque ce que ces pays cherchent à faire, c'est à utiliser des règles qui partent ou qui... excusez-moi, on a négocié en anglais pendant une semaine. Donc mettre en œuvre des règles qui n'ont jamais été utilisées. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on négocie des traités environnementaux sur les substances qui ont un impact sur la couche d'ozone, sur les produits chimiques, sur le changement climatique. Tous ces traités ont été adoptés en suivant des règles qui sont finalement assez standards et qui permettent la possibilité de voter dans le cas où un consensus ne pourrait pas se dégager sur les mesures à adopter.
en réalité, on vote très rarement. D'ailleurs, on n'a jamais voté pour adopter un traité, mais ces États ont utilisé ce prétexte et ont soulevé un nombre de questions de procédure, de points d'ordre, et ont mis en place une véritable guérilla. Et ces États, ce sont l'Arabie Saoudite, la Chine? Alors, il y a un groupe d'une vingtaine d'États qui sont exprimés, contre plus d'une soixantaine d'États qui sont exprimés dans le sens inverse. Les leaders, on va dire, de ce groupe sont effectivement l'Arabie Saoudite, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui a joué un rôle assez problématique aussi au cours des derniers jours, et qui sont soutenus par un autre petit nombre d'États. En tout cas, on perd du temps. On va écouter à ce propos la délégation mexicaine qui s'exprimait hier. Nous passons à côté de ce qui nous réunit ici, à savoir la pollution plastique. Les règles de procédure sont certes importantes, mais elles ne sont pas le cœur du problème. Si nous voulons vraiment parvenir à un accord, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Cette plénière n'est pas le lieu. Passons à l'essentiel. Henri Bourgeois-Costa, c'est clairement une stratégie de la part de ces États pour repousser les discussions. Ces États, notamment l'Arabie Saoudite, la Chine ou encore la Russie, ils ne veulent pas d'un traité contraignant sur cette question? Oui, tout est bon pour repousser le délai de négociation sur le fond et parler de l'enjeu principal qui nous réunit, qui est de mettre fin à ces pollutions. Et évidemment, ça touche à des intérêts économiques importants. Le lien entre plastique et pétrole est largement établi. Et on a aujourd'hui une vraie idée de comment est-ce qu'on peut s'attaquer à cette problématique. Et c'est avant tout en réduisant notre addiction à ces matières-là. Juliette Franquet, ces pays, ils ne veulent pas d'un accord contraignant, ils veulent surtout que cet accord soit plutôt centré sur le recyclage et non pas sur l'arrêt de la production, puisqu'on en parlait, ce sont des producteurs de pétrole et le plastique vient du pétrole. Et ils ont un autre argument, ils disent aussi que ça pénaliserait un tel accord les pays du Sud notamment, parce que le plastique c'est bon marché et donc ils ne pourraient plus utiliser, comme l'ont fait les pays du Nord, cette matière. Alors, il y a beaucoup d'arguments un peu dans tous les sens. Il faut commencer par rappeler que depuis les années 50, il y a 9 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites et moins de 10% qui ont été effectivement recyclés. Depuis cette période? Oui. Donc, en fait, ça fait des décennies qu'on essaye que les industriels cherchent des méthodes de recyclage et qui vont nous dire que ça va être la solution à tout pour pouvoir continuer à en produire et à en utiliser. Il faut vraiment faire attention et c'est pour ça que l'enjeu clé sur ce traité, et puis même dans tous les pays du monde, c'est l'analyse de cycle de vie du produit. Et c'est pour ça qu'on espère qu'il y aura quelque chose sur la production, puisque comme ça a été dit, le plastique est très souvent issu des énergies fossiles. David Azoulay, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Il n'y a aucun doute sur le sujet. L'ensemble des études scientifiques qui ont été faites jusqu'à présent montrent que la manière la plus efficace et la plus efficiente de s'en prendre à la pollution plastique, c'est de s'attaquer à l'amont et c'est de réduire la production. Aujourd'hui, on produit trop de plastique et ça fait environ une décennie et demie qu'un certain nombre de mesures sont prises pour essayer d'attaquer la question par la demande, donc d'essayer de réduire la demande. Mais les industriels aujourd'hui, qui d'ailleurs sont présents à ces négociations, ils n'ont aucune envie de baisser leur production. Ça dépend. Alors ça dépend desquels. Une fois encore, on parle des industriels, mais c'est pas un bloc, c'est pas un monolithe, puisque s'il y a bien les producteurs de matières plastiques au début, c'est-à-dire que les pétroliers qui produisent la substance plastique, eux n'ont évidemment aucune envie de réduire leur production, au contraire, puisqu'ils investissent depuis des années pour augmenter la production. Pour la plupart des autres industries qui utilisent le plastique et qui, eux, sont exposés aux demandes des consommateurs, eux sont plutôt demandeurs d'autres solutions, de solutions alternatives. Et dans ces négociations... Et on en parlera tout à l'heure justement des alternatives au plastique. Henri Bourgeois-Costa, il y a des industriels présents à ces négociations. Est-ce qu'ils exercent un lobbying aujourd'hui ? Alors c'est évidemment un lobbying feutré, pas très visible, mais quand on... C'est contrebalancé par la présence d'ONG, justement, comme vous ? Alors, c'est difficile à exprimer de cette façon aussi tranchée. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, certains États, certains gouvernements
reprennent de façon quasiment systématique les arguments de l'industrie du plastique et des metteurs en marché pour certains, puisque tous ne sont pas alignés sur ces objectifs de réduction. Ce sont essentiellement les metteurs en marché des produits qui sont en contact avec le grand public, qui ont cette avancée-là en matière de réduction. Pour le reste, on est évidemment sur des ambitions moins fortes. Je reviendrai juste sur la question que vous posez concernant l'équité nord-sud et le fait que ça soit finalement presque une question de justice. C'est l'argument, en tout cas, des pays comme les États-Unis qui disent, voilà, nous on veut surtout se concentrer sur le recyclage et non pas l'arrêt de la production. Il faut rappeler quand même que les principales victimes des pollutions plastiques, ce sont toujours les mêmes, ce sont toujours les populations les plus pauvres, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, et que les gens les plus exposés aux industries chimiques productrices de plastique, ce sont également les plus pauvres des pays du Nord et bientôt des pays du Sud également, puisqu'il y a des transferts de production qui se font actuellement. Et ces pays aussi n'ont pas les moyens de recycler. Ces pays n'ont pas les moyens de recycler, ces pays n'ont pas les moyens de mettre en place des stratégies de sécurité et de santé au travail comme on peut les avoir chez nous, et donc il y a un vrai enjeu d'équité, mais à l'inverse de ce qui est dit, un enjeu d'équité qui est de réduire cette production de plastique pour que ces pays-là puissent s'engager vers une transition écologique, puisqu'aujourd'hui, ils partent d'un niveau qui n'est pas le même que le nôtre. Et le temps presse, car ce sommet de Paris ne sera suivi que de 3 autres rendez-vous de négociation d'ici 2024. Et là, on a l'impression que ça avance pas vraiment cette semaine. Donc ça paraît assez compliqué d'arriver à un traité d'ici cette date. Oui, alors moi je n'y participe pas personnellement, mais on est dans des coalitions internationales de réseaux qui sont assez inquiètes de la tournure des négociations depuis 2 jours. Après, il faut rappeler qu'on est quand même content que ce sujet soit au cœur des discussions diplomatiques et dans les médias, comme aujourd'hui. Si on nous avait dit il y a quelques années qu'on aurait un traité international sur le plastique, on n'y aurait pas cru, que le délai qui est donné de 2 ans est assez ambitieux au regard des autres traités qui ont pu être faits sur d'autres sujets. Donc on veut rester optimiste, mais on est très inquiet et très vigilant sur du coup... c'est pour ça qu'on attend les vraies négociations sur le contenu du traité, parce qu'on veut que ça soit très ambitieux et contraignant. Et il y a des pays qui sont ambitieux, là, cette semaine à l'UNESCO, notamment la France et l'Union européenne, qui font partie de ce groupe de pays qui essayent de porter un peu ce traité. On va écouter Emmanuel Macron, le président français, qui s'exprimait au début de ce sommet dans un message vidéo. Il s'agit, au fond, de poser les briques, si je puis dire, d'un nouveau droit international de l'environnement qui doit nous permettre de construire demain une mondialisation plus juste, qui protège la nature, qui encourage l'innovation au service de la planète plutôt qu'elle ne la détruit. Pour cela, il n'y a pas de temps à perdre. L'objectif doit être d'aboutir à un texte agréé d'ici la fin de l'année 2024, 1 an avant la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Voilà, et puis David Azoulay, on voit donc la volonté d'Emmanuel Macron d'arriver à quelque chose à l'issue de cette semaine. Et c'est important aussi que la réponse soit internationale, parce que finalement, cette pollution plastique, elle dépasse largement les frontières de la France. Donc même si un pays va prendre des mesures, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit le monde entier. C'est la même chose pour le climat. C'est la raison pour laquelle les États, l'année dernière, se sont tous retrouvés et décidé à l'unanimité de négocier ce traité plastique. À chacun des stades du cycle de vie du plastique, à partir du moment où on extrait les matières fossiles, on le transporte, on le transforme en pellets, en matières plastiques. Ensuite, ces matières plastiques sont transformées en produits. Ensuite, ces produits sont exportés à travers le monde et les déchets sont eux-mêmes exportés à travers le monde. À chaque étape, il y a des transferts transfrontaliers et c'est la raison pour laquelle les pays sont là. Je voudrais revenir sur une des choses que vous disiez avant. 2 ans, c'est court, mais 2 ans, ça reflète l'urgence dans laquelle on est confronté, puisque les scientifiques ont déjà démontré qu'on avait dépassé les limites planétaires de ce que la planète pouvait supporter en termes de substances plastiques. Il faut aussi voir que 3 réunions, c'est peu, mais le travail ne se fait pas que pendant qu'on est tous enfermés dans des bâtiments comme l'UNESCO. Il y a beaucoup de travail qui est fait entre chacune des réunions, et c'est un des enjeux de la réunion de Paris, de décider comment on va continuer à avancer et quel travail va être effectué jusqu'à ce qu'on se retrouve en novembre prochain à Nairobi. Juliette Franquet, la réponse internationale, elle est nécessaire à ce problème de la pollution plastique aujourd'hui? Oui, bien sûr, vous l'avez dit, et ça a été répété, le plastique, il est partout, il faut qu'on avance de manière internationale. Après, on peut pays du Nord et pays du Sud, ensemble. Exactement. Après, on peut aussi avancer à l'échelon national, et nous, en tant qu'ONG française, on est aussi en alerte sur certaines lois qui ne sont pas encore appliquées aujourd'hui en France, alors qu'elles ont été votées il y a 3 ans. Comme la loi
La loi AGEC. Donc nous, on a beaucoup travaillé par exemple sur la vaisselle réutilisable dans la restauration et on constate que ce n'est pas encore appliqué par certaines chaînes de fast-food en particulier. On a travaillé sur les emballages plastiques de fruits et légumes, on a même fait une pétition sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses qui mettent du temps à se mettre en place au niveau des pays et c'est pour ça aussi que ce traité, il faut qu'il donne un peu un axe prioritaire pour que tous les pays continuent à leurs actions et qu'elles soient vraiment mises en place dans chacun des pays. Et pour comprendre l'importance d'un tel traité, on va essayer de s'arrêter maintenant sur les dangers du plastique. Le plastique qui est partout, même vous allez le voir, dans l'estomac des tortues à La Réunion. Regardez. Incroyable ce que les soigneurs de Kélonia retrouvent dans les déjections de leurs tortues en pension. Un véritable mais triste inventaire à la Prévert. Un petit rhinocéros en plastique, un petit soldat en plastique. On retrouve des briquets, on retrouve beaucoup de bouchons et des morceaux de bidons qui se sont dégradés avec le soleil. On retrouve aussi des couverts jetables, des brosses à dents, enfin tous les plastiques qui sont d'usage relativement courant, qui finissent dans l'océan. Là encore une autre tortue avec encore une brosse à dents. Quoi. 95% des tortues qui sont soignées ici ont consommé du plastique. La quantité ingérée a été multipliée par 3 en 15 ans. Les oiseaux, les mammifères marins et même le plancton consomment du plastique. La solution, pourtant, tout le monde la connaît. Que l'humain soit un peu plus responsable et ne jette pas ses papiers et tous ses déchets. Quoi. Puis surtout recycler, ne pas jeter dans la nature et peut-être aussi nettoyer sur les plages quand on voit qu'il y a un déchet qui traîne. Sensibiliser les personnes pour éviter de polluer les plages. Il faudrait arrêter de polluer la planète ou alors jeter les déchets dans des poubelles au lieu de les jeter dans la mer. Les conséquences sont toujours déplorables, mais ne sont pas les mêmes pour toutes les espèces de tortues. Dans le cas des tortues kawan, on s'aperçoit qu'elles peuvent rejeter pas mal de ces déchets parce qu'elles ont l'habitude d'avaler des morceaux de coquillage ou des morceaux de carapace de crustacés. Par contre, dans le cas des tortues côtières, comme la tortue verte et la tortue imbriquée à La Réunion, ça déclenche systématiquement des occlusions. Et en général, quand on récupère les tortues, c'est des tortues qui sont extrêmement amaigries et qu'on n'a jamais réussi à sauver. Si rien n'est fait, en 2050, les océans contiendront en poids plus de plastique que de poissons. Henri Bourgeois-Costa, est-ce que cette pollution est réparable aujourd'hui avec un traité, cette pollution plastique qu'on voit déjà dans les océans? Et le plastique, il met des années avant de disparaître, s'il disparaît. Alors effectivement, il met des années, on devrait même plutôt dire des siècles ou des millénaires pour qu'il se dégrade. Il a des effets qui sont délétères sur l'ensemble de la chaîne du vivant. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de couper le robinet de cette pollution. C'est vraiment de prendre conscience qu'on ne va pas retirer les plastiques de l'environnement. C'est un vœu pieux, tout simplement parce que l'essentiel de cette pollution, elle est déjà extrêmement micro-fragmentée, qu'elle est dans des... Donc là, on doit vivre avec. On doit vivre et c'est avec. déjà d'ailleurs dans notre corps. Il y a du plastique dans notre sang. Je le disais tout à l'heure, dans le placenta, dans le lait maternel. Tout à fait, il est omniprésent. Votre reportage parle beaucoup des macro-déchets, de ces gros déchets, mais il faut savoir que l'essentiel de la pollution dans l'environnement, aujourd'hui, elle est sous forme de micro-déchets, c'est-à-dire de tout petits déchets qui font moins de 5 mm. Et les scientifiques ne font que commencer à s'intéresser à ce que l'on appelle les nanoplastiques, c'est-à-dire vraiment des tout petits plastiques. Et leurs conséquences sur la santé, sur le fonctionnement des écosystèmes est encore plus grave. Et aujourd'hui, les scientifiques ont fait par exemple la démonstration que même un plastique qui transite simplement dans un système digestif d'un oiseau, il va avoir des conséquences de santé. Même s'il est ressorti, ça va créer une nouvelle maladie, ça s'appelle la plasticose. C'est affreux comme terme, on a créé une maladie ex nihilo. Et donc l'enjeu, c'est de couper ce robinet. On rappelle quand même les chiffres, on évalue grosso modo à 35 millions de tonnes de déchets de plastique qui arrivent dans les mers, qui arrivent dans l'environnement, dont 8 à 12 millions dans les mers et dans les océans. Et vraiment l'urgence, c'est ça. Ce n'est pas que sous forme de macro-déchets, c'est également sous forme de petits éléments. On peut par exemple penser à l'industrie textile. L'industrie textile, le fait de porter des textiles synthétiques, ça émet dans l'atmosphère. À la machine aussi, dans l'atmosphère quand on les porte, dans la machine quand on les lave, effectivement. David Azoulay, la particularité du plastique finalement, c'est qu'il ne disparaît jamais, presque jamais. Il se transforme en nanoparticules de plastique, donc c'est partout, c'est extrêmement compliqué à combattre ce type de pollution aujourd'hui. Et c'est justement la raison pour laquelle l'objectif des scientifiques et des négociateurs les plus ambitieux vise à réduire son arrivée dans l'environnement pour éviter ensuite... Et par quoi ça peut passer, ça ?
Par quoi ça peut passer? De réduire son arrivée dans l'environnement, c'est stopper, c'est baisser la production? D'abord, il faut baisser la production. Il y a des produits, il y a des mesures qui doivent être prises pour éliminer la demande, pour qu'on en utilise moins. Mais les études montrent que le marché du plastique est avant tout un marché de l'offre. C'est-à-dire que c'est les producteurs de plastique qui décident de la quantité de plastique qui est produite et qui va se retrouver dans l'environnement. Ce n'est pas la demande qui tire la question de l'offre, c'est l'offre qui d'abord tire la consommation de plastique. Donc la seule manière d'empêcher que le plastique se retrouve dans l'environnement, puisque tous les plastiques, quasiment l'ensemble des plastiques qu'on produit aujourd'hui, terminent d'une manière ou d'une autre dans l'environnement, soit sous une forme de plastique, micro, nano, macroplastique, soit sous forme de pollution atmosphérique, soit sous forme de pollution chimique. Mais de toute façon, tout ce qu'on produit aujourd'hui, ça va finir sous une forme ou sous une autre dans l'environnement et donc dans nos corps. Donc l'idée, c'est d'en produire moins et que ceux qu'on produit, on fasse en sorte qu'ils soient non toxiques, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les plastiques qu'on produit aujourd'hui contiennent tous des substances toxiques. Et donc, c'est là tout l'enjeu des négociations qui ont lieu en ce moment. Et Juliette Franquet, ce plastique, c'est aussi un danger donc, pour la nature. On l'a vu avec ces tortues. C'est un danger aussi pour la santé humaine. On respire aussi du plastique. Oui, les scientifiques le rappellent. Dès qu'on cherche du plastique, on en trouve. Donc on en trouve dans nos terres, on en trouve dans l'eau, on en inhale, on en ingère. Les animaux en ont dans leur corps. Donc le plastique est partout. Et je le disais tout à l'heure, il faut se rappeler que ça fait seulement quelques décennies que c'est un nouveau matériau qui a été utilisé de plus en plus. Et parce qu'il a été poussé par ces industries, c'est lié à la société de consommation, l'utilisation du plastique. Et du plastique est à usage unique. Il faut toujours qu'on rappelle ça. C'est-à-dire qu'il y a une problématique sur ce matériau dont l'impact environnemental est essentiellement dû à la production du plastique. Il y a aussi le problème du plastique à usage unique. Parce que quand on boit dans un gobelet en plastique pendant 2 secondes et qu'on le jette, on pourrait peut-être utiliser un verre ou une gourde, etc. Donc, effectivement, c'est important de rappeler qu'il y a la demande et l'offre, mais pour qu'il puisse y avoir des alternatives qui soient accessibles au plus grand monde, il faut pouvoir changer de modèle économique et que les industriels changent les produits et les emballages qu'ils proposent. Il y a besoin d'une volonté politique aussi derrière ça. Oui, d'où la taxer, par exemple, les industriels. Oui, il y a besoin d'une volonté politique forte de réduire, comme le disait David Azoulay, de réduire la production de ces plastiques, de les rendre moins toxiques, et puis de repenser l'usage de ces matériaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des matériaux très pérennes qu'on doit utiliser de façon très parcimonieuse. On peut prendre quelques exemples qui illustrent un peu le propos. Aujourd'hui, on a une cire de polyéthylène, donc un plastique qu'on va utiliser simplement pour faire briller des fruits qui sont vendus. Vous allez utiliser, quand vous achetez un avocat, il y a de fortes chances qu'il y ait une micro-couche de plastique dessus, juste pour qu'il soit plus brillant et que ça soit plus appétant à l'achat. C'est quand même quelque chose d'assez aberrant, mais je pourrais vous donner plein d'autres exemples de ce type-là, tout aussi aberrant que celui-là. Et l'urgence, c'est évidemment... C'est d'interdire ce type de pratique. C'est d'interdire ce type de pratique, c'est d'avoir une matière qui soit suffisamment chère pour qu'elle ne soit pas utilisée à tout va, et qu'elle ne soit pas utilisée de façon complètement disproportionnée, et qu'elle ne prenne pas en compte la réalité des impacts qu'elle va avoir. Et ça, ce sont des pistes qui sont étudiées en ce moment, justement ? Oui, alors le traité réfléchit. Parmi les options qui sont sur la table actuellement, il y a des mesures de réduction de production de certains types de plastique et de certains types d'additifs. Il y a des mesures de restriction de la production générale et il y a aussi des mesures qui sont liées à la restriction de certains usages du plastique. Ces questions-là ne sont pas encore réglées. C'est justement pour ça qu'on est à Paris et qu'on essaye de discuter actuellement, mais ces options sont évidemment sur la table. Et si rien n'est fait, quelles seront les conséquences, Juliette Franquet, pour la planète ? Les conséquences sont déjà dramatiques et elles vont l'être de plus en plus. Vous l'avez dit en introduction, on a doublé, mais on va encore doubler, voire tripler d'ici 30 ans. Donc les conséquences sont dramatiques. C'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur les conséquences dramatiques et le besoin de réduire la pollution. Maintenant, la question, c'est... Aujourd'hui, tous les pays qui sont réunis à Paris sont... d'accord qu'il faut faire quelque chose. Après, c'est la méthode qui diverge. Oui, c'est justement le quelque chose sur lequel il faut se mettre d'accord. Parce que quand on parle de pollution, de quoi on parle ? Quand on parle de plastique, de quoi on parle ? C'est pour ça que c'est très important. Est-ce que quand on parle de plastique, c'est, je suis désolée de le dire, mais la paille qu'il y a dans la tortue dans la mer ? Ou est-ce que c'est l'extraction d'énergie fossile ? Et quand on regarde l'ensemble des impacts environnementaux, pour nous, c'est très important qu'on considère le plastique depuis toute cette chimie qui a produit et qui est très polluante. Depuis le pétrole, depuis l'extraction du pétrole. Exactement.
Donc pas seulement le produit fini en plastique. Exactement. Mais vraiment Et on l'a vu dans votre reportage, on met souvent la faute sur les citoyens en disant il faut de l'éducation, il faut de la sensibilisation, il faut trier ces déchets. Mais ça ne sera pas suffisant pour enrayer ce fléau qui nous inonde depuis quelques décennies et qui va continuer à nous inonder de plus en plus si on n'a pas un traité international contraignant et des mises en œuvre au niveau national qui soient effectives et contrôlées. Dans les années 60, on vantait le plastique. Henri Bourgeois-Costa, depuis quand il y a une prise de conscience au niveau mondial, voilà, qu'il faut faire quelque chose, il faut arrêter d'utiliser le plastique pour tout? On va dire que les premières études, elles datent des années 70. C'est les premiers moments où on a commencé à avoir des scientifiques tirer la sonnette d'alarme sur la présence de ces matériaux-là dans des environnements où ils n'avaient rien à faire. Globalement, la prise de conscience très collective, très massive, elle date d'il y a une dizaine, quinzaine d'années aujourd'hui. C'est évidemment tout ce processus-là qui nous permet aujourd'hui d'arriver autour de la table d'un traité international sur les plastiques. Je veux vraiment insister sur un élément qui est central, c'est la problématique des plastiques. Ce n'est pas une problématique que de déchets. C'est une problématique de cycle de vie. Et tout au long du cycle de vie, on a une problématique. Donc, on ne peut pas imaginer que la solution, ça soit une solution de recyclage. Deux éléments d'exemple. Tout le monde a entendu parler des larmes de sirène, ces fameuses et le recyclage aussi, il peut être toxique. Hein. Et le recyclage peut être problématique, ça dépend des plastiques dont on parle. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours où les boîtes alimentaires recyclées pouvaient transmettre du plastique aux aliments. Exactement. Ça pose des vraies questions. On va utiliser des additifs qui vont se concentrer au fur et à mesure des cycles de recyclage. On va avoir d'autres éléments perturbateurs qui vont venir se rajouter selon la qualité du tri. Voilà, ça va poser d'autres questions. Donc évidemment, c'est pas ça. Et si on prend deux exemples pour illustrer à quel point le recyclage ne peut pas tout résoudre, il y a les larmes de sirène, ces fameuses microbilles dont on a tous entendu parler, qu'on retrouve sur les plages. Ce sont ce qu'on appelle des plastiques primaires, c'est-à-dire qu'on n'en a pas encore fait des objets. Ce sont des plastiques qui sont partis de l'usine de fabrication vers le transformateur. Ça, évidemment, le recyclage ne va pas résoudre cette question-là. Et de la même façon, les fibres synthétiques qu'on perd de nos vêtements ou qui partent dans les machines à laver, ça non plus, le recyclage ne va pas le résoudre. Et ce ne sont que deux exemples parmi des milliers d'autres. Et en attendant un traité international contraignant, certaines entreprises, on va le voir, ont pris les devants, en tout cas en matière de recyclage. En France, une entreprise installée près de Belfort a trouvé un débouché pour les objets en plastique jusqu'alors irrécupérables. On va regarder tout de suite ce reportage, on va en reparler juste après. Ils font partie de nos vies pendant quelques années ou quelques mois, et puis c'est le désamour. La voiture de Spider-Man, le pot de fleurs, tous finissent immanquablement dans une benne pour être incinérés. Tel est le destin des plastiques rigides. Le plastique rigide, c'est le plastique qui ne casse pas. Donc derrière les plastiques, vous avez des petits triangles. Le 1, c'est les bouteilles en plastique. Le 2, c'est du PP, on peut mettre. Le 3, on met pas. La liste est longue et c'est bien ce qui intéresse cet entrepreneur, persuadé que ces irrécupérables peuvent avoir une seconde vie. On a à peu près 35 déchetteries où on va avoir des bennes spécifiques plastique rigide. Et l'idée, c'est de mettre un maximum de déchets dans cette benne, puisqu'elles vont être transformées en dalles à la place d'être incinérées ou enterrées. Le résultat, le voilà. Un minerai de plastique fondu, selon un procédé tenu secret, et moulé en forme de dalle. Des hexagones qui, une fois assemblés, feront des places de parking. Du plastique à la place du goudron. À ce stade, rien d'extraordinaire, mais il y a bien une différence. C'est très facile à poser. Et puis on voit entre chaque dalle, vous avez un espace qui va permettre, en cas de forte pluie, à l'eau de s'infiltrer et donc d'éviter des inondations. Sur cet essai, on voit bien l'intérêt. Le sol reste perméable. Alors faudra-t-il s'habituer au parking en plastique? On aime bien dire qu'on veut sauver le monde du plastique. Ça paraît dérisoire avec des dalles, mais en fait, les parkings, ça représente des milliers de mètres carrés déjà en France, des centaines de milliers, mais à l'échelle du monde encore plus. Et à notre échelle, on aimerait bien lutter contre la pollution plastique. Et c'est ce qu'on fait en fait tous les jours. La start-up souhaite créer d'autres usines en France pour traiter le plastique sur place et éviter les transports polluants. Ces dalles ont une durée de vie de 50 ans. Une fois usées, elles pourront être broyées à nouveau. David Azoulay, en attendant un traité international contraignant pour réduire la production de plastique, ce type d'initiative de recycler comme ça le plastique pour faire des dalles pour un parking, ce sont des initiatives individuelles, des initiatives d'entreprise qui vont dans le bon sens.
J'adorerais vous dire oui, c'est super et il n'y a pas de problème, c'est quelque chose de merveilleux. Ce pas des initiatives qui sont sans problème. On le voyait sur les images, quand on déverse de l'eau sur une dalle plastique comme ça, le plastique, ça s'use. Et donc, ça veut dire qu'on passe d'une pollution plastique d'objets qu'on peut voir à une pollution plastique qu'on ne peut plus voir, parce qu'il y a des microplastiques. Donc là, ça va être une pollution plastique qui va arriver dans l'air ? Qui va arriver dans l'air, qui va se répandre dans les eaux, qui va se répandre dans les sols, et qui ensuite va se répandre dans le reste de la chaîne de vie. C'est un des problèmes. Ensuite, quand on dit que c'est des plastiques qui ont une durée de 50 ans et qu'ensuite on va pouvoir les refondre et on va pouvoir en refaire quelque chose, à chaque fois qu'on chauffe du plastique et qu'on essaye de le recycler, il y a une partie du matériau qui se dégrade et qui par lui-même dans l'environnement, dans l'air ou dans les effluents. Et ça veut dire qu'à chaque fois, pour avoir la même quantité de matière, il va falloir rajouter du plastique neuf et rajouter du plastique vierge. Ça fait partie des questions qui rendent la gestion de ce matériau extrêmement compliquée. C'est compliqué, donc même le recyclage, finalement, ça pose plein de problèmes pour l'environnement. Oui. Il faut rappeler, il y a une règle des 3 R. Alors ça évite de produire plus de plastique parce qu'on utilise du plastique qui existe déjà, mais par contre, ça continue à polluer. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est qu'on parle trop du recyclage. Le recyclage ne sauvera pas la pollution plastique. Et on parle de la règle des 3 R. Le recyclage, c'est le 3e R. Et avant le 3e R, il y a le réemploi et la réduction. En fait, cette initiative, il faudrait voir dans les détails, peut-être qu'elle a des avantages. Nous, on voit les risques en tant qu'experts du sujet et sur les potentiels impacts environnementaux. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il faut plus parler de réemploi, il faut plus parler d'arrêter la production, il faut plus revoir le modèle de société dans lequel on est depuis, encore une fois, je le répète, quelques décennies, qui a des effets catastrophique sur l'environnement. Ce genre d'initiative, même à grande échelle, ne résoudra pas la pollution plastique. Donc il faut revoir notre mode de consommer à l'échelle globale aujourd'hui ? Oui, il faut déjà commencer par revoir notre perception des plastiques. On a une perception qui est complètement fausse des plastiques. On les imagine comme des matériaux inertes. Ce ne sont pas des matériaux inertes. C'est-à-dire que, typiquement, quand on va avoir ce type d'initiative, en fait, on va mettre en œuvre des produits chimiques qui sont dans le plastique. Et ces produits chimiques, ils vont, pour certains, migrer dans l'eau, pour d'autres, s'envoler dans l'air. Au moment où on va chauffer, on va libérer dans l'atmosphère des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont extrêmement cancérogènes, des polluants organiques persistants qui sont des perturbateurs endocriniens. On va avoir toutes ces problématiques-là, en fait, qui sont autour d'un matériau qui, parce qu'il est solide, nous laisse l'illusion qu'il est complètement inerte, comme pourrait l'être le verre, mais ce n'est pas du tout le cas, malheureusement. Et donc, on a besoin d'avoir une vision de ces plastiques qui reviennent à l'essentiel, comme ça a été très bien dit, à cette règle des 3 R. Et ces 3 R, on le rappelle, c'est pas au choix, on n'a pas 3 cartes dans les mains. Ce sont 3 R qui sont à la fois hiérarchiques et complémentaires, c'est-à-dire l'enjeu principal, c'est la réduction. Après, en utilisant le réemploi également, mais surtout, le recyclage ne vient qu'en dernier, et ça, c'est vraiment la règle qu'il faut. Et quand on voit, David Azoulay, ces pays, pour y revenir, qui, à ce sommet de l'UNESCO, poussent à se concentrer sur ce recyclage, c'est donc clairement une fausse solution, et ça ne va pas résoudre le problème de la pollution plastique. Non, c'est une stratégie de distraction. L'idée, mais ce qui est intéressant... En même temps, il pèse un poids extrêmement important dans ces négociations. Il s'agit des États-Unis, de la Chine, de l'Arabie Saoudite, de la Russie. Ça risque d'être extrêmement compliqué d'arriver à trouver une solution avec ces pays. C'est toujours extrêmement compliqué de trouver une solution avec les pays qui sont à la source du problème. Une fois encore, je reviens à la source, qui est que l'année dernière, l'ensemble de ces pays sont tombés d'accord sur un texte qui dit qu'il faut qu'on négocie un traité plastique pour mettre fin à la pollution plastique en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie. Depuis, évidemment, ces pays essayent de défendre chacun leurs intérêts, mais il faut aussi se souvenir que... On revoit les chiffres, là, 460 millions de tonnes annuelles de plastique, c'est énorme. C'est beaucoup. Je vous laisse terminer. Non, ça augmente. Ce qu'il faut voir, c'est que le droit international dépend évidemment, ne s'impose qu'aux États qui ratifient les traités, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des méthodes juridiques pour faire en sorte que ces traités aient un impact au-delà des pays qui le ratifient. Un exemple qu'on utilise souvent, c'est la Convention de Bâle qui traite des transferts transfrontaliers de déchets toxiques. Les États-Unis, qui ne sont
qui est le premier producteur de déchets mondial, n'est pas partie à la Convention de Bâle, mais parce qu'il y a des mesures dans ce traité qui règlent les relations entre les parties au traité et les non-parties. Ce traité a quand même un impact et force les États-Unis à réduire certaines de ces pratiques et empêche, par exemple, dans une certaine mesure, les États-Unis d'exporter vers les pays qui sont membres. Donc, même si ces États continuent à s'opposer et même si ces États finissent par ne pas ratifier un traité plastique, il y a des solutions juridiques, il y a des méthodes qui permettent à ce traité de quand même avoir des effets et de quand même nous faire avancer dans la voie d'une réduction, au moins si ce n'est pas une élimination totale de la pollution plastique. Juliette Franquet, quelles sont aujourd'hui les alternatives au plastique ? Alors, il y en a qui se développent. Parce que si on réduit sa production, il va falloir trouver quand même autre chose. Alors, si on parle des plastiques à usage unique en particulier, il y a des solutions qui se développent en France, mais il y a aussi plein de pays émergents qui pratiquent le vrac, la consigne pour réemploi. Si on prend l'exemple de la France, il y a de plus en plus d'initiatives, par exemple, pour le réemploi des bouteilles en verre, au lieu d'utiliser une bouteille en plastique à chaque fois qu'on prend une boisson. Donc, c'est des filières qui sont en train de se construire et qui ont justement besoin d'être accompagnées. C'est des filières qui existaient il y a quelques décennies en France. On a perdu les industries, donc il faut aujourd'hui investir. Il faut des systèmes qui soient territorialisés pour qu'il y ait peu de transport et pour que chaque consommateur, consommatrice puisse facilement remplir sa gourde dans un établissement public, puisse facilement acheter une bouteille de lait et ramener sa bouteille en verre au magasin où on l'a pris ou dans un autre magasin. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille au niveau français, au niveau européen. Il y a d'autres pays qui le font dans le monde et on montre que ça permet vraiment... le réemploi, par exemple, permet de réduire de 30% la pollution plastique. Mais l'enjeu, il va être financier derrière. Comment on va faire pour investir dans toutes ces nouvelles pratiques ? Henri Bourgeois-Costa, il va falloir revoir notre modèle économique. Il y a aussi des emplois aujourd'hui qui sont liés à la production de plastique. Donc si on produit moins, alors on l'espère pour l'environnement, moins de plastique, si voilà, un traité finalement est adopté d'ici la fin 2024, il va falloir changer tout notre mode de fonctionnement. Oui, revoir les emplois. Il va falloir profondément revoir nos relations à ces matières et nos besoins. Il va falloir redéfinir ce que sont des usages essentiels. Un exemple, si vous allez faire vos courses, le lot promotionnel, c'est l'exemple type de l'emballage sur-emballé. Et ça, on pourrait très bien avoir déjà des marges de progrès très, très, très importantes là-dessus. On a des besoins qui peuvent être aussi réduits sur des usages. Je peux vous parler par exemple de ce qu'on appelle les surfaces anti-glissement. Aujourd'hui, pour accélérer la livraison de nos cartons de vente par correspondance, on va mettre une nanocouche de plastique sur le carton qui va du coup pénétrer très rapidement dans l'environnement et qui va éviter que ça glisse des mains du livreur. Donc c'est typiquement ce genre d'usage qu'on a vraiment besoin de limiter dans un premier temps. Et puis après, effectivement, il va falloir repenser nos économies. Il va falloir accompagner tous les salariés qui travaillent dans ces... Et comment on va pouvoir les limiter ? Il va falloir adopter des lois pour ça ? Il va falloir adopter des lois et on peut également avoir des mécanismes financiers qui peuvent venir en appui là-dessus. Des mécanismes, par exemple, à l'échelle du traité international, on pourrait très bien imaginer qu'on ait une limitation de la quantité de matières premières servant à fabriquer les plastiques, ce qu'on appelle les monomères, qui soit actée. Du coup, en raréfiant la matière, on la renchérirait. Et de ce fait, on rendrait les usages anecdotiques moins intéressants économiquement, on rendrait les alternatives, qu'elles soient de fonctionnement, comme elles étaient évoquées, le vrac, le réemploi, mais également des alternatives matériaux parfois plus compétitifs et plus intéressants. David Azoulay, il faudrait clairement plus de volonté politique. Est-ce que, par exemple, taxer aussi les produits en plastique, ça pourrait être une solution ? Alors, c'est déjà largement fait. Une fois encore, c'est pas suffisant, mais c'est clairement une des pistes qui est étudiée. Une fois encore, ce sur quoi nous on travaille essentiellement, c'est de voir quelles sont les mesures qui peuvent avoir le plus grand impact. Et plus on veut avoir d'impact, plus il faut aller en amont de la chaîne de vie. Et donc si on veut taxer quelque chose, si on veut à la fois renchérir le matériau, comme le disait Henri, ou si on veut à la fois avoir un impact sur les comportements, il s'agit de mettre en œuvre cette taxe ou ce coût en amont sur ce qu'on appelle les précurseurs du plastique, c'est-à-dire les monomères, les polymères et tous les additifs toxiques pour la plupart qui sont ajoutés aujourd'hui au plastique qu'on utilise. Et ça permet de changer l'économie du plastique. Juliette Franquet, un dernier mot sur cette économie, toute cette économie à revoir.
Oui, il faut tout revoir. Et nous, par exemple, on a travaillé sur le projet de loi de finances en France l'année dernière pour proposer des taxes aussi sur l'usage unique. Donc, il faut revoir le modèle économique global et c'est le rôle des décideurs publics de prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que c'est important de le faire au niveau international, aujourd'hui au niveau de l'UNESCO? C'est capital de le faire au niveau international et je voulais insister sur un point, c'est que ce ne sont pas des pays qui s'opposent, ce sont des représentants de gouvernement avec des influences de certains acteurs économiques. Les Brésiliens ne sont pas représentatifs de ce que leurs représentants apporté comme valeur. Je pense que les Brésiliens aujourd'hui souffrent tout autant que n'importe quel citoyen du monde de la pollution plastique, sont tout autant que n'importe quel autre citoyen du monde menacés par la pollution qui est générée par ces pollutions, par ces plastiques. Donc il est vraiment important d'avoir ça en tête. On n'est pas en train d'opposer des peuples, on n'est pas en train d'opposer des intérêts de peuples, on est en train d'opposer des intérêts particuliers représentés par des gouvernements. David Azoulay, finalement, tout le monde a le même intérêt dans... Oui, on est tous les taux de cancer qui augmentent, les taux de fertilité qui baissent. Et ça, c'est prouvé que c'est à cause du plastique? Oui, il y a des études qui sont très claires et qui lient tous ces éléments-là au plastique et aux composants et aux additifs qui sont dans le plastique. Et ça, ce sont des données mondiales, on est tous exposés à ça. Et donc il faut trouver une solution tous ensemble. Merci beaucoup Henri Bourgeois-Costa, merci David Azoulay, et merci Juliette Franquet, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.